Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir tous les 5 ce matin sur cette table ronde sur le Salon de l'Agriculture. Je remercie la Ferme Digitale et la Chambre d'Agriculture pour leur aide dans l'organisation de cette table ronde sur un thème qui est volontairement un petit peu piquant, presque polémique. Dans cette actualité, on est le 1er mars, le lendemain des négociations, de la fermeture des négociations annuelles de la grande distribution avec leurs fournisseurs. Et un thème qui est en même temps extrêmement d'actualité, comme on l'a vu cette semaine encore avec des annonces, et depuis des mois avec les enseignes qui rivalisent d'annonces en soutien de la Ferme France. Ce thème, c'est le suivant. Et si la grande distribution était la meilleure réponse à la crise agricole? Aujourd'hui, on va parler concret, on va parler terrain, on va parler des solutions vraies, des solutions que vous, ici, vous mettez en œuvre tous les jours dans vos magasins et dans vos exploitations agricoles pour développer une alimentation locale qui est vertueuse pour les deux parties. On va prendre le contre-pied de ce qu'on entend le plus souvent dans les médias et on va parler d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble main dans la main, en confiance, j'ose le mot, et vous le direz bien mieux que moi, parce que ça a du sens, parce que c'est vertueux de développer cette alimentation locale à travers cette filière qu'on appelle l'ultra-local. L'ultra-local, c'est l'approvisionnement direct de la grande distribution, des supermarchés, auprès des agriculteurs qui sont autour de leurs magasins, dans un rayon d'une 50aine de kilomètres. Cette filière ultra-locale directe entre les supermarchés et les agriculteurs locaux est en train d'énormément se développer. Et je suis très fier et très heureux et je vous remercie pour votre présence aujourd'hui, nos grands témoins. On est très très bien entourés. On a autour de nous Olivier Dovers qui animera une table ronde et un échange avec nos 4 participants, nos 4 héros du local, c'est comme ça qu'on les appelle. Manon Loingeville, agricultrice dans le Nord-Pas-de-Calais, qui fabrique depuis des générations, qui produit depuis des générations de la pomme de terre et qui depuis 3 ans a valorisé sa production locale avec des chips. La chips Bellevue, découvrez-la, elle est délicieuse. Et qui la distribue exclusivement en direct magasin, des dizaines de magasins, tu nous en parleras mieux que moi tout à l'heure. Merci Manon. Jean-Marie L'Enfant, qui est agriculteur dans l'Eure, dans le 27, qui fabrique des huiles, des lentilles et j'en passe, et des farines, et qui distribue depuis des décennies, depuis bien longtemps déjà, parce que les annonces n'avaient pas... Avant même les annonces, il y avait cette filière qui existait, et Jean-Marie, tu pourras témoigner que ça a toujours existé. La grande distribution aide ses agriculteurs, et tu distribues depuis longtemps ces produits aussi en direct magasin. Et tu es élu de la Chambre d'agriculture Normandie, et tu pourras aussi nous parler à ce titre-là. Ralph Bingino, qui est le président de la CNP, associé de la coopérative U, une dizaine de magasins de proximité dans la région Picardie et la région Normandie, et qui développe énormément l'approvisionnement local. Tu nous diras pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça fait sens pour toi de développer cet approvisionnement local. Et enfin, Benoît Havel, qui est adhérent du magasin Leclerc de Neuchâtel-en-Bray, qui développe aussi sur son magasin le local et qui a un rôle au national dans le mouvement Leclerc, puisqu'il pilote la démarche Alliance locale du réseau. Sans plus attendre, je vais te passer la parole, Olivier. Juste avant, 2-3 chiffres pour décrypter ce mouvement. Aujourd'hui, on a parlé des annonces. Les enseignes sont en train d'énormément augmenter leur approvisionnement local. Je ne détaillerai pas les chiffres ici, vous avez suivi les annonces. Globalement, la grande distribution est en train de développer son offre locale de manière colossale. Cet approvisionnement direct, c'est très d'actualité, vous l'avez vu encore cette semaine. 4 chiffres avant de te passer la parole, Olivier. Un premier chiffre, 91% des consommateurs veulent manger local. Les consommateurs cherchent ces produits locaux. Malheureusement, ça représente l'ultra-local, seulement 1% de l'approvisionnement encore des magasins. C'est en train d'énormément s'accélérer, mais il y a une attente encore très insatisfaite de produits locaux dans les magasins. C'est paradoxal. Il y a, d'après le recensement agricole, 250 agriculteurs à moins de 50 km des magasins qui sont déjà aujourd'hui capables de livrer les magasins en France. C'est le recensement agricole qui le dit, 2020, 15 000 agriculteurs en France, ça fait 250 agriculteurs à moins de 50 km. Il y a une offre pour répondre à cette demande. Quand cette offre elle est activée, vous allez nous en parler, un magasin qui travaille en direct avec un agriculteur, il va générer pour cet agriculteur en moyenne 5 000 à 15 000 euros selon les typologies de production. Le chiffre d'affaires de cet agriculteur avec son magasin en direct, c'est 5 à 15 000 euros.
Dernier chiffre, avec la réalisation de ces ambitions d'enseigne qui ont été faites, cette multiplication par 2 ou par 3 de l'offre ultra locale dans la grande distribution, passer à l'échelle de l'ensemble des 20 000 points de vente de la GMS en France et sur l'ensemble de nos territoires, on parle d'un potentiel de revenus agricoles additionnels de 2 500 € par mois pour 50 000 agriculteurs en France. C'est colossal, c'est une filière qui peut changer le monde. On est très heureux de l'accompagner chez Nectargo et d'en être un acteur, un accompagnateur. J'arrête là, je vous laisse la parole, c'est vous les héros du local. Merci, bravo. Olivier, à toi. Merci Martin, bonjour à tous. 2 mots de présentation. Donc moi je suis éditeur spécialisé commerce conso, monsieur conso d'RTL et d'M6, mais à la base je suis issu d'une école, alors qui n'a pas besoin d'être ici, mais qui aurait pu être là parce que ça marche tellement bien. Donc j'ai pas fait Angers, j'ai pas fait Beauvais, j'ai fait Purpan, voilà, une école Ingé Agri, et j'en suis fier. Mais j'aime bien Angers, je vous rassure. Hein. Et j'étais venu faire quelques interagris chez vous. Et accessoirement, ça fait très longtemps que j'essaye de théoriser l'idée que la distribution est le meilleur allié de l'agriculteur. Alors, ce n'est pas facile de populariser ça, mais je vais vous dire pourquoi je le dis, et ça va introduire ce que l'on va se dire ensuite. La première raison, c'est que la grande distribution est confrontée à un marché qui est aujourd'hui flat, voire récessif en volume. Ça veut dire qu'ils n'ont pas devant eux, que ce soit Leclerc, Auchan, Carrefour et les autres, ils n'ont pas un marché en croissance, ils ont depuis une dizaine d'années un marché qui est récessif en volume. Ça veut dire qu'il y aura durablement moins d'articles qui va passer en caisse. Donc, leur nécessité stratégique, c'est que chaque article qui passe en caisse embarque davantage de valeur. Comme un compte d'exploitation se fait non pas avec des volumes, mais avec des euros, évidemment, il faut trouver des raisons objectives d'embarquer de la valeur. Alors, ça peut être d'augmenter les prix en tant que tel sur les mêmes produits, mais ça ne marche pas trop. Il y en a qui ont essayé, comme dit l'autre, mais ils ne sont plus là pour en parler. Soit c'est parce que je modifie une partie de mon assortiment qui embarque naturellement de la valeur, et le local est évidemment une façon d'embarquer. Ce n'est pas la seule, mais c'est une bonne façon de la valeur. La deuxième raison pour laquelle je théorise depuis longtemps cette idée que les agriculteurs et les distributeurs sont les meilleurs alliés, sur le dos de l'industrie d'ailleurs accessoirement, acceptons-le, bien c'est que l'offre, ça restera toujours le premier levier de préférence d'un magasin. Vous n'allez pas dans un magasin pour vous promener, sinon ça s'appellerait un musée. Vous allez dans un magasin parce que vous considérez qu'il est plus à même de répondre à des besoins que l'autre magasin que vous pourriez fréquenter. Et si c'est pour avoir le même produit, de la chips Lay's dans tous les magasins, la différence, elle ne va pas se faire sur l'offre. Sauf si je suis un magasin qui met de la chips Bellevue, ou n'importe laquelle, peu importe, je peux créer de la préférence par l'offre, et dans ces cas-là, je peux dériver à mon profit des consommateurs qui avaient des alternatives différentes pour magasiner, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui vont venir chez moi parce que j'ai des produits que les autres n'ont pas, et c'est en ce sens que le local a une vertu stratégique pour la distribution, de différenciation par l'offre et donc à terme de préférence. Voilà pour un peu planter le décor. Je vais commencer par vous demander à chacun d'entre eux, on a donc 2 amont agriculteurs, 2 aval distributeurs, le regard que vous portez sur l'autre maillon. Un distributeur, c'est quoi pour toi, Manon? Un vilain, un client, un mec qui est dur à gérer, un mec exigeant, c'est quoi? Un distributeur, c'est un partenaire avec lequel on travaille. Nous, ça fait 2 ans qu'on a lancé ce projet avec mes parents. Et on va venir après sur ce que vous faites. Oui. Mais d'une manière générale, quand on est agriculteur et que je te dis distributeur, tu dis quoi? Tu dis partenaire, tu dis pas salaud. Comment? Tu dis pas salaud. Non, mais tu es au salon d'agriculture. Normalement, ici, on dit que c'est des salauds, je te rappelle. Hein. Oui. Ouais. Non, tu n'y arrives pas. Nos relations sont... Bon, mais voilà, j'aurais essayé au moins. Hein. Jean-Marie, un mot ou 2 comme ça, pareil, quand je te dis distributeur, tu dis quoi? Un relais vers les consommateurs. D'accord. Donc une passerelle, un passage. Une passerelle qui fait le travail que je ne peux pas forcément faire. D'accord. Voilà. Et plutôt un partenaire, oui, on discute. Tu peux pas faire... Pas salaud non plus. Tu peux pas faire ce travail, mais tu pourrais. Le principe de la vente directe, c'est quand même justement de court-circuiter et le transformateur et le distributeur pour s'adresser directement au consommateur. Tu estimes que tu as besoin d'un passeur? Faut une segmentation. Pendant le Covid, tous ceux qui ne faisaient que de la vente à la ferme sur les marchés, ils ne vendaient plus rien. En travaillant aussi avec la grande distribution, d'autres distributeurs, on a pu continuer à travailler. Donc le vieil adage, pas tous les œufs dans le même panier. Ah, ça c'est bien paysan. Oui. Il nous ressort vite un adage. Non, mais je te rassure. Ralph, pareil, un mot, mais alors sur le côté, un producteur, un agriculteur, c'est quoi? C'est un mec qui me casse les pieds parce qu'il est toujours malheureux, parce que c'est pas assez cher.
C'est un mec qui me propose des produits que les autres n'ont pas. C'est un mec qui a du mal à s'adapter à ma méthode de travail et mes process parce que je suis une grosse boîte et lui, c'est un petit entrepreneur. Qu'est-ce que tu mets comme adjectif, comme qualificatif, si je te dis agriculteur? Alors, je dirais qu'un producteur local ou un agriculteur, pour nous, c'est un partenaire dans le territoire parce que nous sommes une coopérative de consommateurs depuis 1919. Et le propre des coopératives de consommateurs, c'est de développer les relations avec l'ensemble du territoire autour des magasins. Donc c'est quelque chose qu'on a dans notre ADN. Ça existe chez U, mais ça existe encore plus chez les coopératives de consommateurs, Normandie-Picardie par exemple, mais c'est pareil chez Coop Atlantique ou Coop Champagne. C'est quelque chose qu'on a fait historiquement. C'est un vrai partenariat entre le magasin depuis toujours et les producteurs locaux. Benoît, même question. Bah, Alors là, on est encore sur des plus grosses machines, c'est-à-dire en gros, on a un très très gros et des très très petits. Et donc il y a une forme de distorsion par la taille qui peut être soit touchante, ok c'est bien, mais peut-être par moments un peu pénalisante pour le travail ensemble. Bah, avant tout, ce sont des voisins. Parce qu'on est implanté dans le tissu local, tous ensemble. On est tous ensemble pour l'économie locale. Aujourd'hui, on ne regarde pas, ça se passe à Paris, oui, aujourd'hui, mais nous, ça se passe en magasin, dans la région, dans la ville. Et c'est non seulement des voisins, des partenaires et très souvent des amis. Bon, alors on va pouvoir continuer à discuter puisque manifestement ils ne se détestent pas. Alors c'est un sujet surprenant quand on a passé une semaine au salon de l'Agri et qu'on a entendu les uns et les autres se foutre sur la gueule. Sauf une toute petite parenthèse mercredi matin, mais dont on ne savait pas si c'était sincère ou si c'était les paillettes qui les rendaient d'un coup amants les uns les autres. Manon, on va commencer par toi. Un petit mot de présentation. Donc tu produis des pommes de terre et tu les transformes. Donne-nous 2-3 éléments pour mieux connaître ce que tu fais. Donc oui, nous on est agriculteurs avec mes parents et mon oncle dans le nord de la France, à côté d'Hazebrouck, entre Lille et Dunkerque, pour situer. Combien d'hectares de pommes de terre? À peu près 70 hectares de pommes de terre. C'est une exploitation familiale qui, à l'époque, c'était mon grand-père. Là, c'est mes grands-parents c'est mes parents qui ont repris l'exploitation il y a une vingtaine d'années. Alors, comme dans mes études, je faisais plutôt de la production animale que végétale, j'ai mais alors aucune idée du volume que peut générer 70 hectares de pommes de terre en tonnes. Ça fait combien de tonnes à l'année? Alors, Ah, toi non plus, d'accord. La À la partie grosse agricole, c'est plutôt mon père qui gère. Donc, alors, quelle est je la vais part, pas dire de quelle est la chiffres, part de ce qui est produit, qui est transformé par vous localement? Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on a D'accord. monté un atelier sur la ferme, qu'on est capable de transformer nous-mêmes nos pommes de terre en chips. Et on transforme à peu près 5% de notre production de pommes de terre en chips. Le point de départ sur pourquoi transformer en chips, c'est quoi la petite étincelle, le point de démarrage? C'est qu'en tant qu'agriculteur, dans tous les secteurs, on est très dépendant du cours des matières premières. Et à l'époque, mes parents, comme vous le disiez, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, avaient envie de se diversifier. Donc diversification, c'est ça le mot. Revaloriser autrement la production de pommes de terre. Une fois que vous avez créé l'atelier, il a fallu vendre. C'est Votre ça. premier sachet, il est parti chez qui? Comment, symboliquement? Alors, un des premiers magasins qui nous a suivis, c'est même lui qui est venu vers nous. Ouais. Alors, aujourd'hui, on est distribué aussi bien dans la grande distribution que dans les magasins spécialisés et magasins de producteurs. Mais l'un des premiers, ça a été un carrefour qui est situé à Hazebrouck. D'accord. Et qui nous suit depuis les débuts et avec lequel on travaille main dans la main. Et aujourd'hui, vous êtes chez qui? Quand tu est- additionnes tout ce que vous faites, je ne sais pas combien d'enseignes différentes, combien de magasins différents. On a à peu près 500 commerces qui revendent D'accord. nos magasins, Et sur qui les revendent nos Et produits. sur les 500, combien sont des grands distributeurs? C'est l'essentiel ou pas? Alors en volume, j'imagine que c'est l'essentiel, bien sûr, mais en nombre de C'est- magasins? En nombre de magasins, on est à peu près 80. Il y a 80 GMS qui. D'accord. Donc c'est pas la plus grosse proportion, mais c'est un volume Oui, j'imagine. assez important. Oui. En quoi c'est facile ou difficile de travailler avec un distributeur? Alors c'est difficile de trouver le bon interlocuteur. D'accord. De Donc en trouver fait, vous comment- arrivez, vous avez une galerie de portraits, là, vous ne savez pas lequel Voilà, est le c'est- bon pour et vous. chaque D'accord. enseigne et puis chaque magasin, même au sein d'une même enseigne, fonctionne différemment. Donc D'accord. il faut savoir comprendre le fonctionnement du magasin, trouver le bon interlocuteur, ensuite savoir par Il y quel a moyen. Martin qui note parce que ça lui donne des arguments. En gros, il y a besoin d'un interfaçage entre les deux. Enfin, je traduis pour que tu puisses en faire un argumentaire commercial après. Donc, OK, c'est savoir à qui s'adresser. C'est ça. Et ouais. ensuite, dans le process ordinaire,
je ne sais pas, les exigences de la distribution, sur la livraison, sur le packaging, sur la relation. Est-ce qu'il y a des choses particulières ou pas? Ou c'est un client comme un autre? Bah, ça demande quand même pas mal de temps parce qu'il faut passer en magasin pour entretenir la relation et faire un suivi des ventes. Parce que dans les grandes surfaces, il y a énormément d'offres. Donc, si on ne passe pas en magasin, on est vite oublié et remplacé. Donc, il faut tout faire pour devenir Donc un là, elle incontournable. nous dit qu'elle a du déjà une rayon. force de vente de 200 personnes. C'est assez fascinant. Non, mais vous avez des, On est deux et des demi. commerciaux ou des relais, enfin, en tous les cas. Vous avez une activité commerciale sur le point de vente. Non, on est... Si vous passez dans les magasins, c'est quand même ça. C'est pas juste pour prendre un café. Oui. Mais D'accord. on est deux et demi D'accord. à... Jean-Marie, prends le micro. Même question. Présente-nous ce que tu fais et depuis Donc, quand avec la grande distribution? Depuis une vingtaine d'années, je transforme mes céréales en farine, mes oléagineux en huile, je produis aussi des lentilles. J'ai commencé à vendre à la ferme, dans des petites épiceries à droite à gauche. Et très vite, il y a eu l'organisation TLC qui a créé les alliances locales, qui m'a mis aussi le premier pied à l'étrier. Jackie, si ma mémoire est bonne. Et ça a commencé comme ça. Maintenant, je travaille avec plusieurs enseignes. Mais l'idée, très vite, ça a été de segmenter mes ventes. Moi, sur la ferme, les produits transformés sur une ferme de 120 hectares correspondent à quasiment 50% du chiffre. Et 30% en grande distribution, presque 30% en restauration collective, 30% en magasins divers, voilà. Et le reste, il y a les restaurants aussi. Et, voilà. Symboliquement, le premier produit, c'était quoi et il est parti où? Le premier produit, c'était de l'huile de colza. Je l'ai vendu sur les premiers petits marchés locaux, Foire à tout, etc. et à la ferme. Et pendant les portes ouvertes avec le réseau des chambres Bienvenue à la ferme, ça a été comme ça. Et comment on arrive quand on est agriculteur, et il n'y a pas de jugement bien évidemment, mais comment on arrive à mener tout de front? C'est-à-dire, il va falloir produire le colza, il va falloir en faire de l'huile et il va falloir le vendre. Comment on se démultiplie et est-ce qu'on est vraiment capable d'être bon sur tout? Un bon réveil. Voilà. T'inquiète pas, moi qui suis dans la matinale tous les jours à RTL, j'ai vraiment pas de problème de réveil, voilà, même le samedi. Non mais sérieusement, comment on se démultiplie? Bon surtout, moi je reçois aussi beaucoup d'écoles, de scolaires, et je leur dis, il y a deux choses importantes, il y a la communication, être capable d'échanger, d'aimer les gens, ça c'est important. Et après, je leur demande qu'est-ce qui est le plus important, d'aller traire une vache ou de livrer un client, ou de moissonner. En fait, il n'y a pas de niveau d'importance. Le client, s'il a besoin, il faut trouver la solution pour aller le livrer. On le fait ou on le fait faire, de même qu'il faut aller traire les vaches ou récolter son blé. Mais le client est important parce que sinon, on va perdre de la place, le facing, on va empêcher le restaurateur. Sauf qu'à la base, on imagine plus facilement l'agriculteur, par principe, être un expert de la production qu'un expert de la commercialisation. Et donc, comment on arrive à aller face à des géants, à des grands, en leur disant, mais voilà, j'ai de l'huile de colza, je te la vends, elle est super, elle est ci, elle est ça, sachant qu'évidemment, aucun d'entre eux ne manque d'huile de colza. Au moment où vous allez le voir, ils en ont tous déjà. Hein. Oui. En fait, non, il y a eu un changement. Après-guerre, on a été dans la production, etc. Après, c'est les coopératives, les négoces qui font la facture de nos céréales, des produits qu'on livre. Et moi, il y a un moment, je me suis dit, ben non, si je veux gagner un peu en autonomie, c'est à moi de faire la facture. Alors, comment tu fais concrètement? Tu appelles les magasins, tu appelles les centrales régionales. Comment ça se passe? C'est de la relation, c'est de la relation. Récemment, je me suis dit, il faut que je dope un peu mes ventes, il faut que je retrouve des nouveaux clients. Je suis allé voir des Carrefour, voilà, parce que c'était à côté de chez moi. Je suis allé à Évreux. J'ai rencontré la direction de Carrefour et ils étaient très contents. Ils disaient, ah bah oui, de l'ultra local. Alors, dans la difficulté. On est bien reçu aujourd'hui? On est bien reçu quand on va taper à la porte d'un distributeur? Non, mais c'est une question. Oui, mais on rend service aussi. On rend service aussi parce que à la fois il y a tous les produits d'import, tous les produits industriels, etc. Et aujourd'hui, comme il y a un regain d'intérêt du consommateur, nous on affiche une histoire, on affiche du vrai, une photo de nous. Voilà, les marques, elles en sont capables. C'est un comédien, mais il y a une photo quand même. Il y a du local et nous, on peut accueillir aussi sur nos fermes. Hein, notre réseau, Bienvenue à la ferme, on fait au moins 2 accueils par an. Donc les clients, ils nous connaissent parce qu'ils nous ont vus sur une fête, sur un marché. Je reviens, tu arrives, tu vas chez Monsieur Carrefour, bonjour, j'ai du colza.
Qu'est-ce qui se passe après? Combien de temps ça prend, par exemple, pour que ton premier produit arrive en rayon? Ça peut prendre 8 jours. Ça peut Par prendre que 8 jours. Ouais, par contre, D'accord. Et parce c'est que maintenant, les- attends, Ouais, pardon. c'est de la livraison directe ou tu vas passer par un entrepôt? Non, moi je fais de la livraison directe D'accord. parce que c'est important d'avoir ce contact. Ok. Le plus gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est la relation chef de rayon, parce que le personnel tourne très vite en ce moment, tourne beaucoup, j'avoue que c'est pas simple. Ouais, ça fait Et, 50 ans et que le ça chef dure, de hein. rayon, c'est un peu le patron quand même. C'est un peu le patron de la boutique. Dans les magasins dans lesquels tu es, c'est lui qui a été décisionnaire, qui a dit oui je veux, non je veux pas. Non, c'est pas lui, mais s'il veut pas, il veut pas. Donc c'est le prescripteur. On peut le qualifier comme ça. C'est ouais, celui ouais. qui donne un avis qui est quand même écouté. Faut pas le vexer, Voilà. mais il faut être bien aussi à la réception, parce que quand on livre pas 5 palettes ou 10 palettes, parfois on livre une demi-palette, et si on veut que nos produits partent directement dans le rayon, qu'ils ne soient pas stockés dehors, c'est humain. C'est bien, il a découvert le commerce, c'est-à-dire il faut être bien aussi avec les assistantes commerciales et les gestionnaires de réception. Mais c'est vrai, mais t'inquiète pas, je le vois tous les jours dans les magasins. Ralph, comment chez CNP, vous travaillez les produits locaux? C'est quoi le process? Alors il y a l'assortiment U dans lequel vous allez vous servir par principe, puisque vous êtes affilié U, associé U. Et ensuite, quelle est la part de l'assortiment qui est enrichi et comment? Alors, effectivement, on a à peu près 75 à 80% de notre assortiment qui vient de la centrale U, mais on est à 20-25% de produits locaux. Alors, ça dépend beaucoup des rayons. Par exemple, dans la viande, on est à plus de 70% de produits locaux, avec de la viande normande. On travaille avec deux abattoirs locaux, régionaux. Dans les fruits et légumes, on doit être à 30%. Et après, dans les différents rayons, on complète la gamme de U avec du miel local, des œufs en local, des pommes de terre, etc., des chips par exemple. Donc c'est plus un complément, mais c'est vraiment une attente de nos clients. Qui s'en occupe? Est-ce qu'il y a quelqu'un, par exemple, dans la structure CNP qui est monsieur local, on va l'appeler comme Voilà, ça, exactement. ou madame, parce que le sujet, évidemment, C'est n'est plus pas le madame. genre, mais peu importe. En fait, historiquement, c'était vraiment les magasins qui devaient rentrer en contact avec les fournisseurs locaux, mais ça prend beaucoup de temps. Parce que, tu Et le puis sais, ils ont perdu cette culture-là en plus. un peu, et surtout ils sont débordés, tu le sais, Olivier, tu connais bien le carrelage. Il faut décharger le camion, il faut mettre en rayon, il manque quelqu'un en caisse, il faut trouver une solution. Donc le directeur de magasin ou l'associé magasin a très peu de temps à consacrer. Il y a 3 grosses étapes dans la distribution de produits locaux. Il y a la mise en relation. Il y a la contractualisation, et on sait que c'est extrêmement complexe en France avec la législation qui est extrêmement difficile, avec des contrats qui font 30 pages. Et ensuite, il y a la mise en rayon, où il faut mettre le produit en avant, mettre de la PLV pour qu'on sache que ce produit est local. Et en fait, c'était une difficulté pour nous, et c'est pour ça qu'on s'est rapproché, et je remercie Martin de nous avoir invités aujourd'hui. On s'est rapproché de Nectargo parce que ça nous apportait une solution pour ces 3 étapes. Et aujourd'hui, on est passé d'à peu près 36 fournisseurs locaux à 74 fournisseurs locaux pour nos 9 magasins en un peu plus d'1 an. Tu es en train de grâce à dire, cette formule. alors, tu es en train de dire que sans une solution d'interfaçage ou d'intermédiation, appelons ça comme on veut, il aurait été difficile d'accroître la volumétrie Impossible. des produits. Impossible même. Ça prend trop de temps, ça prend beaucoup trop de temps. Le directeur de magasin, il n'a pas le temps. Alors que là, le directeur de magasin, il a sur la plateforme directement, de manière géolocalisée, tous les producteurs locaux qui sont C'est le Tinder autour des produits magasins. locaux. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas bien, c'est Voilà. Tinder. Hein. Voilà. Il- C'est il les bons rentre- coups locaux. Il voit quels sont Note-le pour les... l'argumentaire, ça c'est bon ça, Ouais, le c'est- Tinder des produits locaux. Ah, tu l'avais déjà, d'accord, ok. On il a voit- les mêmes références, Il voit pardon. quels sont les fournisseurs, quelle est la gamme, quels sont les produits, quel est le franco. Derrière, les contrats. Alors, U nous aide beaucoup parce que U prépare des trames de contrats, mais encore une fois, qui font 30 pages. Et quand on achète des fruits et légumes, ce n'est pas le même contrat que les pommes de terre, Bien c'est pas le sûr. même contrat que le miel. Donc, il ne faut pas se tromper. Donc, la plateforme nous aide à mettre ces contrats-là en ligne et on les signe très rapidement. Le producteur les signe de manière digitale, nous on les signe de manière digitale. Et 3e étape, la mise en rayon. Grâce à cette plateforme, le directeur de magasin, il n'a pas besoin de concevoir une PLV. Il y a directement une PLV avec la photo de la ferme, la photo du producteur, la distance entre le magasin et le producteur. Il n'a plus qu'à imprimer et mettre en rayon. Et est-ce que l'étape d'après, c'est que la plateforme d'intermédiation ou d'interfaçage, quelle qu'elle soit, organise la logistique? Ça sera le bonheur, non? Pas pour le moment. Je crois que c'est un projet, mais pas Oui, pour non, le mais moment. non, mais je te demande pas ce qu'il va faire. Je te demande ce que toi, tu aimerais qu'il fasse peut-être un jour. Alors- Est-ce que si ces intermédiaires s'occupent aussi de ça, tu Ouais. vois, toi, une valeur?
Oui, tout à fait, il y aurait une valeur parce que la logistique, ça reste... Alors, bien que ce soit des producteurs locaux, mais pour le producteur, surtout, c'est une contrainte. Oui, Et, puis c'est des coûts parce que c'est des tellement petits volumes qui peuvent exploser par moment leur coût de revient. Vendre les produits très chers, donc ne pas en vendre, non pas parce qu'ils gagnent trop leur vie, mais parce qu'il y a un coût logistique énorme. Nous, on a plusieurs producteurs, c'est mari et femme. Donc le mari, donc, il s'occupe de la ferme et c'est madame qui s'occupe souvent du commerce. Et elle passe sa vie sur la route à livrer le miel, livrer les œufs, etc., etc. Maintenant, on l'a très bien expliqué, elle passe beaucoup de temps dans les magasins et c'est peut-être pas hyper efficace. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a un chaînon manquant entre le producteur et le distributeur au niveau logistique. Benoît, pareil, même question, comment ça se passe donc là, on est à l'échelle d'un magasin et non pas d'une grappe de magasins. L'état des lieux, déjà, ce que ça représente, produits locaux ou ultra-locaux chez toi? Alors, à Neuchâtel, c'est déjà 50 contrats alliance locale, 50 producteurs sur le magasin, et on développe toujours un fortement. Hyper Leclerc ordinaire, c'est quoi? C'est pareil, c'est moins, c'est plus on va dire entre 30 et 50, ça monte à 200. D'accord. Non, mais vous êtes dans une bonne moyenne. Ouais. Et à aujourd'hui, Alliance locale, ça a 15 ans. 15 ans, c'est 15 000 contrats. D'accord. C'est 150 000 produits sur la France, ça, aujourd'hui. Donc ça fait 15 ans. Je dirais que ça fait même plus que ça. Et ces 50 contrats chez toi, si tu additionnes tout ce que ça représente en nombre de produits? En nombre de produits, moi, je suis à, je pense, allez, on va dire 250 produits, voire 300. D'accord. Et si tu regardes ce que ça pèse, alors on va le faire différemment, en chiffres et en ce qu'on va appeler en symbolique d'image. Parce que c'est deux sujets différents. En chiffres, en chiffre d'achat, je peux donner ce que ça peut donner en chiffre d'achat. Aujourd'hui, c'est entre 1 et 3% de mon chiffre d'affaires PGC. D'accord. Parce que la viande pèse lourd, bien sûr. Déjà. Et dans nos 15 000, déjà France, il faut savoir qu'il n'y a pas les contrats dedans, puisqu'on n'achète pas souvent en direct à l'éleveur, on passe forcément par un abattoir. Et quand on parle de contrat, c'est hors viande souvent. Bien sûr. Donc entre 1 et 3% du chiffre, autant dire qu'en tant que tel, c'est pas ça qui fait bouger le centre de gravité, mais dans la symbolique des choses. Je pense que c'est... on parlait de l'humain. Aujourd'hui, c'est important effectivement que ce soit un chef de rayon qui commande mais qui voit son producteur directement. Parce que déjà, on est tous... je dirais, Alliance locale, c'est 100 km autour du magasin. La moyenne, elle est plus près de 50. Donc, on est, dans le magasin, on embauche X personnes. On a forcément un frère, une sœur, un enfant, un cousin qui travaille, ou le fils d'eux, vous voyez, de l'agriculteur. Et aujourd'hui, on va dire que Alliance locale, déjà, en magasin, moi, j'ai un relais Alliance locale. Chez Leclerc, moi, je suis l'adhérent Alliance locale nationale. On a un adhérent dans chaque centrale coopérative. Il y en a 16, pour ceux qui ne le sauraient donc pas. 16 adhérents relais. Dans ces centrales, il y a aussi un relais central typique Alliance locale. Et dans chaque magasin, il y a un relais Alliance locale dans chaque magasin. Donc, on a un contact. Et c'est vrai que la difficulté, c'était de trouver le contact. Et ça a été une remarque au mois de janvier de l'année dernière où j'ai pu rencontrer pas mal d'agriculteurs dans les chambres d'agriculture et ou les préfectures. On me disait, Alliance locale, c'est top. Par contre, on ne sait pas comment rentrer chez vous. Et donc, c'est là où on a décidé de créer ce QR code où n'importe quel producteur veut travailler avec nous, il clique sur ce QR code, il met son code postal, il géolocalise et il envoie le message directement à la bonne personne. On va arriver sur comment ça se passe. Juste une question, alors je ne sais pas si tu as eu la curiosité déjà de le regarder. Est-ce que donc tu connais forcément le panier moyen de ton hyper? Ça doit être une cinquantaine d'euros ou je ne sais pas combien. On a un peu plus, oui. Non, mais peu importe. C'est pas grave. Non, mais peu importe. Est-ce que tu as déjà eu la curiosité de regarder quel est le panier moyen des clients qui ont mis au moins un produit Alliance locale dedans? Eh ben, je dirais non, parce que c'est pas mon critère. Alors, ce n'était pas tant pour en faire un critère, c'était peut-être pour te conforter. Alors, je l'ai déjà fait dans d'autres magasins, c'est pour ça que je te pose la question. Il y a une forme de corrélation entre la présence d'un produit local ou ultra-local dans le panier et le consentement à payer de ces clients-là. C'est-à-dire, en gros, que leur panier va monter plus facilement. Alors évidemment, il ne faut pas le faire sur une journée parce qu'il faut une vague d'observation vachement grande pour que ça soit robuste. Mais il y a une corrélation normalement entre ceux qui achètent du local, qui ont un consentement à payer au-dessus, et le panier moyen chez toi. Eh ben, je vais le faire plutôt à l'envers. Vas-y. C'est plutôt parce qu'on a un panier moyen élevé aujourd'hui que c'est peut-être le fruit
de ces magasins, il va avoir 50 ans. C'est une façon de le démontrer, en creux. Il a 50 ans, il a toujours travaillé en local. Mhm. Faut savoir, le local, le problème, c'est que moi, je suis issu de l'agricole également. J'ai fait aussi mes études dans l'agriculture. Et on a quand même un adage, c'est qu'on ne dit pas toujours ce qu'on fait. Et je dirais qu'on est plutôt, disant, le silence fait du bien et le bien se fait en silence. Donc, vous voyez, on n'en parle pas, c'est très bien et c'est normal, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est sûrement... Leclerc qui nous dit qu'il ne fait pas beaucoup de bruit. Moi, j'adore. Je biche. En attendant, on nous accuse après, effectivement, de Mais pas non, communiquer. là, si on peut pas se Mais le dire non, ici. ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne le fait pas pour ça. On le fait parce que c'est naturel. Oui, mais moi, je le plaçais dans la logique de comment créer de l'attractivité par l'offre dans un magasin. Il se trouve que ça peut se démontrer. Parce que quand tu arrives à démontrer que la présence de produits locaux, alors qu'ils s'appellent Alliance Locale, je ne sais pas quoi, ou Intermarché Terroir, puisque ça a été annoncé hier, peu importe, il se trouve que ça marche. Mais, bien sûr que ça marche, sinon, à aujourd'hui, il n'y aurait pas de sens. Sauf que ce qu'on fait, ça a du sens déjà. Le premier, c'est le sens. Et le panier moyen, effectivement, il est élevé, parce qu'on propose, il y a un panel, dont l'Alliance Locale, dont les produits locaux, dont les produits de producteurs. Et on parle vrai quand c'est comme ça. Est-ce que les distributeurs... Alors, on a eu ta réponse tout à l'heure, Ralph, même chose pour toi. Est-ce que les distributeurs ont besoin d'être accompagnés dans leur relation vis-à-vis des agriculteurs, quelle que soit la solution? Parce que là, il se trouve que c'est Nectargo, mais ce n'est pas le sujet Nectargo. C'est le principe même d'un interfaçage ou d'une intermédiation entre ces deux mondes qui sont à la fois parfois culturellement tellement éloignés, on l'entend ici dans les allées parfois, et puis très éloignés par la taille, factuellement. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'une espèce de go-between? Je pense qu'à un moment donné, on aura besoin tous les uns les autres de discuter, de se mettre déjà au niveau contractuel, simplifier. Ça, c'est une évidence. C'est une grosse évidence que... C'est la loi qui vous oblige un peu. Je dirais qu'aujourd'hui, la loi, qu'on s'appelle Danone ou qu'on s'appelle Monsieur Tartampion, on est obligé de suivre les mêmes contrats et je pense que là, il y a un vrai travail à faire. Il y a un vrai travail à faire. Et je pense que là, c'est l'effort de tous et c'est collectif. Et après, effectivement, on a besoin, et il y a aussi autre chose qui va arriver, c'est la démat, les factures dématérialisées. Effectivement, maintenant, on demande à un producteur, d'être comptable, d'être juriste, et ensuite de pouvoir livrer. Donc il faut être juste. Et là, peut-être qu'effectivement, c'est là où il y a un intermédiaire qui serait utile. On prend une baguette magique, on se projette dans 5 ans, 10 ans, dans ton magasin. Aujourd'hui, ça pèse entre 1 et 3%, 50 contrats. La volumétrie, alors on met une échelle de temps volontairement longue. C'est quoi la cible possible pour ce type de produit? Il n'y a pas de limite. Ah bah si, quand Moi, même une, il y a pas de 100%. limite parce que j'ai un magasin qui a 200 contrats aujourd'hui. Ouais. Et pourtant, il fait tout le reste également. Donc c'est dans l'offre. C'est une question de volonté, c'est une question d'homme. Si nous, on décide de le faire, on y va. Mais moi, je pense que déjà, si on peut au moins doubler. Oui, mais on sauf peut au que moins doubler. Non, mais là où je dis qu'il y a une limite, c'est que tu ne peux pas remplacer Lay's par Bellevue. Ok, je t'aime bien, Manon, mais malgré tout, il faudra quand même toujours qu'il y ait du Lay's. Et alors, pourquoi La question pas est... alors, pourquoi pas? Moi, je dis, et alors, pourquoi pas? La seule limite, c'est qu'il faut être aussi cohérent avec nos partenaires producteurs. On ne peut pas rentrer un nombre de partenaires pour avoir un nombre de partenaires. Une fois qu'on a 1, 2 producteurs de pommes, c'est compliqué d'en faire rentrer un troisième parce qu'on pénalise forcément les 2 partenaires depuis longtemps. Ça va être ça la limite en local. Est-ce que c'est des choses qu'on vous a déjà reproché l'un et l'autre, Manon, de dire vous êtes sympa, vos produits sont top, mais bon, j'en ai déjà des produits locaux? Est-ce qu'on t'a déjà dit ça? Nous, l'avantage, c'est que sur la chips, il n'y en a pas beaucoup quand même. Le marché n'est pas encore... Il y a Lay's ou Vico, en gros. Voilà, et on a quand même une valeur ajoutée avec un produit qui se différencie par sa qualité, moins gras, moins salé. Donc, Sur l'huile, il y en a déjà pour le coup, alors ce n'est pas non plus tout le monde, mais de la production locale d'huile, il y en a déjà. Oui, il y en a. Après, c'est aussi la différence. Donc est-ce qu'on t'a déjà dit, oui, mais il y en a déjà, donc je ne peux pas te faire rentrer, par exemple, ou pas? Non, en général, ça se passe bien. Donc là, ce qu'on entend, c'est que la distribution, elle est perméable à ce que vous proposez quand même. Pour l'instant, parce que moi, si je peux rebondir sur ce que je viens d'entendre, 100% des chips Bellevue à la place des Lay's, notre place, elle est intéressante parce que on a un attrait. Nous sommes un attrait pour le consommateur et pour vos magasins. Le jour où on passe en centrale, et là, on est mort. Enfin, on devient comme tout le monde. Attends. Non, mais alors d'abord, il n'a pas dit c'était plus une boutade qu'une cible, les 100%. Voilà, parce que je pense quand même qu'il réfléchit. Mais pourquoi c'est un sujet de passer en centrale versus magasin? Parce que ça, c'est un vrai sujet d'organisation pour vous. Pourquoi c'est un sujet? Explique-nous. Pour l'instant, pour moi, on arrive à s'en sortir, à gagner aussi des sous, parce qu'on en parlait tout à l'heure.
vous n'avez pas, pour l'instant, je dirais, d'exigence. Le jour, hormis notre C'est-à-dire que tu n'es notre pas traité présence. comme un fournisseur normal, c'est ça que Ben tu dis. non, Mais non, mais- non, faut être réaliste. Ça se passe bien parce qu'on n'est pas traité comme un fournisseur normal. Alors, très rapidement, est-ce qu'ils sont traités comme des fournisseurs normaux et est-ce que durablement, ils peuvent être traités de manière différenciée? Durablement. Alors, encore une fois, on est vraiment sur une relation locale. Donc, c'est du sur-mesure. Par exemple, effectivement, on a rencontré via la plateforme un fournisseur de miel, Monsieur Levasseur, dans le pays de Bray, qui fait son miel de manière tout à fait artisanale et familiale. Et je l'ai rencontré cette semaine parce qu'on l'a distribué dans un seul magasin. Et il est en train de développer son activité. Il est en train de mettre en place de nouvelles ruches, d'adapter son activité aussi au changement climatique. Donc, il va faire bientôt en Normandie du miel de lavande, par exemple, du miel de thym. Donc, ça ne tombe dis pas donc. sous le sens. Hein. Pour un peu, il va faire du vin, lui aussi. Voilà. Et comme il est en sa production, on en a discuté cette semaine et on va pouvoir distribuer son miel dans 2 magasins supplémentaires sur les 9. Donc, c'est aussi quelque chose que l'on construit avec le temps. Parce que je pense que pour être référencié en centrale, il faut quand même avoir des volumes, j'imagine, assez importants. Là, on parle vraiment sur de la micro-production. Et notre capacité, nous, dans les terroirs, c'est de nous adapter au fur et à mesure à l'évolution de la ferme ou à l'évolution de la production. Donc, tous les produits locaux sont des produits directs en logistique chez toi. Oui, direct D'accord. logistique. Est-ce que dans les alliances locales, que du coup tu connais bien au-delà de ton seul magasin, j'imagine qu'il y a des cas où il y a des agriculteurs qui ont des contrats avec plusieurs magasins? Oui. D'accord. Dans ces cas-là, ça se passe comment en Alors, logistique? C'est très rarement, ça passe très rarement. Je veux dire, c'est marginal de passer en centrale parce que D'accord. déjà, c'est pas la volonté. Effectivement, c'est un autre état d'esprit, c'est un autre contrat, c'est un autre rapport. Il est évident. Alors quand je disais 100% et pourquoi pas, mais on en serait capable demain au niveau de l'offre. On Oui, en mais il y serait a des capable. moments où vous êtes passé Mais, de Nutella ou de mais, Coca-Cola, donc ça faisait Voilà, 100% pour mais les autres. aujourd'hui, on a des pâtes à tartiner locales aussi et qui fonctionnent très bien, notamment du côté de Gournay-en-Bray. On a fait un carton avec un, on l'a fait rentrer et il cartonne. Je veux dire, et pourtant, lui, son plus gros problème, c'est maintenant de trouver un circuit pour vendre. Bon, mais sachant pour distribuer, pas de problème. En Normandie, Nutella est presque un produit local, hein, vu la localisation de l'usine, de toute Voilà. façon. Et ben, vous voyez, et pourtant, il n'est pas en alliance locale. Oui, justement, ça manque peut-être. Et, Non, plus sérieusement, donc, tu nous as donné ton point de vue sur le besoin d'un outil. Est-ce que vous, Leclerc, vous avez envie de continuer à le gérer one-to-one direct, ou l'idée d'un outil, quel qu'il soit, vous intéresse à terme? Alors, nous, on ferme la porte à rien. Aujourd'hui, c'est chaque magasin qui décide. Il y a des magasins qui travaillent déjà avec Nectargo, qui sont contents. Aujourd'hui, le but, toute initiative, pour développer le local, eh ben, faut y aller, quoi. Aujourd'hui, il n'y a même pas à hésiter. C'est demain, c'est nos terroirs, c'est de la décarbonation, c'est du tissu local, je répète, et l'économie locale. Quand on parle à nos maires, il nous dit, mais tiens, Benoît, tu as fait combien d'alliances locales? Tu en as fait des nouvelles? Tu connais celui-ci? Parce que moi, je nourris ces vaches. Je dis oui, on travaille déjà avec. Mais là, quand je disais que ça ne pouvait pas être autrement, c'est l'humain. Vous avez le sentiment, l'un et l'autre, que la distrib mal aimée, c'est un procès injuste? Quand vous regardez ce que vous faites dans ce registre-là? On va dire que, moi, je veux dire que c'est injuste. C'est surtout certains discours. Moi, là, c'est Benoît Havel qui va parler, et adhérent national Alliance Locale, et qui connaît tous les collaborateurs déjà qui travaillent pour les Alliances Locales, pour le thème être Alliance Locale, et nos collaborateurs qui sont en rayon. Parce qu'on nous dit, bah, tiens, comme vous disiez, voilà, vous aidez pas les petits producteurs locaux, devant un de nos collaborateurs qui peut-être est en train de mettre les pommes de terre du producteur d'à côté. Je trouve que c'est hyper injuste, parce que, mais à culpa, comme je vous disais tout à l'heure, on ne l'a jamais communiqué en réalité. On ne le communique pas bien. Tout ce qui fait bien, c'est assimilé à de la com. Bah non. Peut-être que là, on va peut-être changer, on va peut-être dire ce qu'on fait, parce que c'est vachement important. Vous avez une baguette magique dans les mains, que je vous mets pour terminer. Vous deux, de ce que vous aimeriez voir changer dans la relation avec le distributeur, ça peut être un sujet de prix, d'organisation, et vous, ce que vous aimeriez que les agriculteurs fassent différemment. Vas-y Manon, commence. Tu es la plus jeune, tu as les neurones qui marchent le mieux comparé aux autres. Donc c'est toi qui dois réfléchir tout de suite. Et comparé à moi aussi, bien sûr. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer, changer, voilà, de quoi tu rêves dans ce sujet, bien évidemment, de la vente locale chez les distributeurs? Aujourd'hui, dans les 80 magasins supermarchés avec lesquels on travaille,
la relation est différente avec chacun. Il y en a avec lesquels c'est très fluide, où ils nous envoient un SMS pour la commande et ça se fait tout seul quand on propose des meubles pour la mise en avant de nos produits. Donc c'est les autres qui m'intéressent, donc dans les autres ça se passe moins fluide. Et après, dans les autres, c'est parfois moins fluide parce que des fois, on passe en magasin, il manque les prix, ou alors on a livré il y a 3 semaines, les cartons sont encore en réserve. Il manque des produits, on a remplacé, on a mis d'autres produits à la place, donc nos chips sont plus là et on nous a pas... Reformulons peut-être pour bien comprendre ce que tu dis, si c'est le cas. En gros, ce que tu dis, c'est que les hommes et les femmes qui sont derrière, ceux qui sont en haut des pyramides, là, qu'on a ici, soient aussi convaincus que du les sujet personnes local. en magasin, en D'accord, rayon. ok. D'accord. Oui. Donc en gros que ça infuse dans la pyramide pour que ce sujet-là soit traité de manière aussi stratégique qu'il est tel que vous en parlez. Jean-Marie, pareil, je te mets une baguette magique. Dans un monde idéal, Oui, le monde idéal. il y a quelque chose qui fonctionne déjà pas mal dans un groupe de magasins, c'est le cadencier tous les 15 jours pour les produits locaux, avec une livraison éventuellement en centrale, tout en restant producteurs locaux. Ça, c'est bien parce que ça permet au magasin, au chef de rayon, tous les 15 jours de faire son point et de se pencher sur le rayon, sur le facing, sur les produits, etc. Donc toi, tu veux un peu de méthode. Ouais, un peu de méthode. Ouais, mais Et alors c'est au niveau des intéressant. papiers, Bon, ça tombe bien, c'est pas les plus mauvais pour la méthode en général. une grosse simplification au niveau des Ok. contrats. Ok, ouais. On arrive parfois à signer des contrats sur un groupe de magasins qu'on réactive pour 3 ans. Bon. Après, nous, côté producteur, c'est important que l'agriculteur ait aussi un petit peu conscience de sa politique commerciale, de la réglementation, etc. Donc c'est aussi formateur pour nous. C'est pour ça qu'on discute avec Nectargo aussi au niveau des chambres d'agriculture. Hein, c'est pour apporter aussi à l'ensemble des producteurs. Et puis attention, aux 30 km, aux 40 km, on fait de l'agriculture sur tout le territoire et on a besoin d'avoir un réseau économique et un tissu de producteurs sur tout le territoire français. Ralph, pareil, qu'est-ce que tu aimerais qui soit peut-être un peu différent dans votre relation avec les agriculteurs? Alors, honnêtement, il faut avouer que ça se passe très bien. Donc tu es déjà dans un monde idéal, toi? Pas idéal, parce qu'il y a certains producteurs, effectivement, avec lesquels on aimerait bien travailler, mais le fait de passer le cap de la digitalisation, ça leur fait un petit peu peur. Ok, d'accord. Pourtant, la digitalisation, c'est ce qui nous permet de développer, c'est ce qui nous permet d'apporter de la méthode, ce qui nous permet de simplifier les contrats, d'apporter des cadenciers, d'apporter aussi des renouvellements de commandes et des alertes lorsqu'il faut repasser une commande. Donc ça permet d'avoir plus de fluidité. Et par contre, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que je lance un appel plutôt à l'administration française et au gouvernement. Il faudrait absolument simplifier les contrats au niveau local, Différencier. différencier en dessous d'un certain volume. Il faut faire beaucoup plus simple. Benoît, pareil, baguette magique, bim boum. Baguette magique, déjà, c'est qu'on évite déjà de demander des CGV Ok. à quelqu'un qui nous fait déjà Donc- des factures en papier à la Donc main. simplification. La hein. simplification. Ouais, ouais. Et puis, effectivement, nous, on estime déjà que ça fonctionne très bien. Et on va dire que le monde magique, c'est de dire ayez confiance parce que c'est un vrai partenariat. C'est la confiance. Aujourd'hui, c'est le frein, c'est ça, c'est de dire à quelle sauce on va être mangé. Oui, non. Aujourd'hui, regardez comment ça se passe. Je pense qu'il faut vraiment faire un audit, dire vraiment comment ça se passe. Et même s'il y a des couacs à droite à gauche, parce que il en reste, nous sommes que des hommes et des femmes qui travaillons. Donc effectivement, il y a une part d'erreur. Alors, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'en faut pas au niveau des alliances locales. Mais effectivement, ça infuse. C'est un discours. Chez nous, nous sommes tous indépendants. C'est déjà le discours de l'adhérent qui donne le discours au directeur et qui, après, il faut que ça appuie. Et là où ça marche le mieux, c'est l'implication déjà avant tout de l'adhérent. Alors on va terminer par un, non pas ni oui ni non, mais un oui ou non. C'est le jeu, mais à l'envers. Donc le même sujet, mais pas la même question. Est-ce que les produits ultra locaux sont trop chers? Oui ou non? Non. Ralph? Non, pas du tout, parce qu'en fait, le circuit court permet de faire des économies. Donc, ils sont très bien placés. Et même question, mais à l'envers, Manon, est-ce que les distributeurs, c'est un débouché qui paye bien? Oui, D'accord. oui, c'est... Jean-Marie, est-ce que la distribution, c'est un débouché qui paye bien? Oui, et pour nous, ils payent bien et plutôt vite. Parce que dans les contrats ultra... Non, les mais- salauds. Parce qu'en plus, ils payent vite. Mais ils Ah non, mais payent, c'est vraiment ils des payent, salauds, dans les les 15 distributeurs. jours. Dans C'est les vrai 15 jours. C'est non, vrai mais les Tu le contrats- jures? Manon? Ça dépend peut-être des magasins, mais pour moi, ils payent plutôt très très vite. On est plutôt bien choyés, c'est vrai. Merci tous les quatre. Je donne le micro à Martin pour une conclusion.
Je vous prie de m'excuser parce que je suis attendu à un déjeuner à Strasbourg, donc je suis obligé de partir à 10h tapante. Et comme il est 58 et 30 secondes, Martin, c'est toi qui diras au revoir, mais ça m'a fait très plaisir de partager avec vous sur un sujet qui m'intéresse bigrement. Merci. Merci Olivier. On peut t'applaudir, merci. Vas-y, Phil, va prendre ton train, ne te mets pas en retard. Merci à tous les quatre pour cet échange extrêmement riche, extrêmement intéressant. Je vais essayer de reprendre les mots que j'ai entendus. Moi, ce que j'ai entendu en conclusion de cette table ronde, c'est que vous avez décrit un partenariat qui est gagnant-gagnant-gagnant. Il est gagnant pour les agriculteurs parce que tu disais Manon, que c'était une source de valorisation, une source de diversification du revenu. Pour vous, en tant qu'agriculteur, savoir à qui vous vendez en local, ça a du sens et ça crée de la valeur pour vous. Vous, côté magasin, vous avez témoigné que c'était gagnant parce qu'on a parlé de diversification de votre offre, on a parlé d'attractivité, on a parlé de panier moyen, on a parlé de remettre de la valeur aussi dans vos magasins. Et on a surtout beaucoup parlé bien sûr de sens, et ça c'est l'humain qui vous réunit. Vous faites ça parce que pour le producteur, ça a du sens de bosser avec les magasins du coin, de les utiliser comme le lien avec les consommateurs. Et pour vous, ça fait du sens parce que votre métier de commerçant, c'est de sélectionner des produits et de les proposer pour les consommateurs de votre territoire. Et merci d'avoir porté ce témoignage humain qui, au-delà des enjeux business, économiques, sont évidemment le fondement de cette filière. Et c'est gagnant-gagnant. Gagnant pour le consommateur aussi, puisque le consommateur aujourd'hui recherche ses produits locaux et qu'il a souvent du mal à le trouver, et que la grande distribution, qui fait 80% de l'alimentation, est la solution pour offrir aux consommateurs à terme plus de produits locaux qui sont moins gaspillants, des filières moins gaspillantes, qui sont des filières moins carbonées, qui sont des filières qui rémunèrent mieux nos agriculteurs et qui aident à développer les territoires et leur résilience. Donc c'est une filière vertueuse, entre guillemets aujourd'hui pas énormément développée, mais les annonces des derniers mois sont vraiment transformatives de ce point de vue-là. Les annonces des enseignes, la volonté, les démarches en train de s'accélérer, de développer la pro locale. Et donc on est au début d'un mouvement qui est formidable. Nous, notre métier chez Nectargo, c'est de venir être à vos côtés, propulser vos démarches. Vous êtes les héros du local et vraiment, nous, on est très fiers d'aider ces agriculteurs et ces magasins qui font le boulot sur les territoires partout en France en vous apportant des services, des technologies pour répondre aux problématiques à certains points que vous avez évoqués. Ralph, tu parlais de résoudre la complexité et faire gagner du temps en point de vente. On a parlé de communication. On a parlé de mise en relation, on a parlé de Tinder du local. Nectargo est le Tinder du local, c'est vrai que la punchline est efficace. On a parlé de contractualisation. Nectargo automatise la contractualisation, digitalise et simplifie la contractualisation. On a parlé du besoin de mieux communiquer. Nectargo édite une solution de marketing en point de vente qui permet facilement d'afficher la distance au producteur, etc. et la photo et plein d'informations marketing très puissantes. On a parlé de relations au chef de rayon, de fluidité de la relation avec le chef de rayon. Nectargo aide également à fluidifier la commande avec des rappels de commande et de la régularité de commande. On a parlé de facturation. Nectargo permet de digitaliser les factures. On a parlé de logistique. Nectargo accompagne aussi les producteurs sur l'optimisation de leur logistique. Donc, on est très fiers, nous, d'éditer ces solutions technologiques avec des solutions d'IA, des solutions de data, des plateformes de données qui permettent non pas d'être un intermédiaire, mais de fluidifier votre relation humaine et directe avec des outils pour organiser tout ça et que ça se passe mieux. Donc je tiens vraiment à vous remercier tous les quatre à nouveau pour votre participation, pour votre témoignage. Je suis très heureux, très fier qu'on ait pu aujourd'hui sur le Salon de l'Agriculture vous laisser la parole et que vous puissiez vous-même expliquer que oui, la solution, je crois, à la crise agricole se situe aujourd'hui dans la relation entre l'agriculture et la grande distribution, et que la grande distribution, aujourd'hui, est en train de faire des choses qui sont formidables pour que le monde agricole, des dizaines de milliers d'agriculteurs, augmentent leurs revenus dans les prochaines années par cet approvisionnement ultra local, direct, entre les points de vente et les producteurs autour de chez eux. Voilà. Merci. Tu veux rajouter un mot, Benoît ? Merci déjà pour votre invitation, parce que c'est jamais évident d'inviter des groupes de grande distribution dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Et pour montrer que je ne suis pas sectaire, à Neuchâtel-en-Bray, je vais présenter un de mes alliances locales qui est ici présent, un concurrent, parce que je pense qu'il mérite effectivement d'être exposé dans tous les magasins.
Eh ben, merci, merci. Si c'est l'occasion de créer des rencontres et encore un peu plus de liens et de directs, c'est le bienvenu. Merci à tous. Ce sera le mot de la fin. Bonne journée. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Allez, on va laisser les questions. Oui, bonjour. Une question. Merci pour la qualité des débats, hein, et à tous. Une question, moi qui m'intéressait, c'était, vous n'avez pas parlé du bio et du non bio dans la relation et des produits qui sont proposés. Est-ce qu'il y a plus chez vous en ultra local de filière bio ou pas bio? C'est une question générique. Hein. Oui. Effectivement, dans le local, il y a du bio et du non bio. Il y a aussi de la haute qualité environnementale, etc. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que nos clients, nos sociétaires, ce qu'ils attendent, c'est avant tout du local. Si le local est également bio, et la difficulté aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat, bien évidemment, et souvent le bio, il est perçu comme plus cher. Par contre, le local, c'était la question qu'a posée Olivier tout à l'heure, il n'est pas plus cher parce que le producteur et le distributeur font des économies logistiques. Rien que la proximité fait qu'on a moins de frais de transport, il y a moins de stockage. On stocke moins longtemps, donc il y a moins d'énergie, on brûle moins de CO2. Tout ça, ça fait que les prix sont bien placés à la base, ce qui fait que le local bio se vend très bien, mais les clients aujourd'hui, ils attendent du local avant tout. S'il est bio, c'est bien, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. C'est ce que je perçois en tout cas. Oui, j'ai rien à rajouter par rapport à ça, parce que, en fin de compte, à la base, c'est le producteur et le local. Quand il est bio, c'est parfait, effectivement. Mais c'est la décarbonation pure et dure, le local, déjà. Donc, déjà, il y a cette approche-là. Et on ne va pas séparer le bio du non-bio, parce que du bio du Costa Rica, déjà, je pense, fait plus de CO2 que le local non-bio. Mais il n'y a pas de différence. Un bio est à côté d'un producteur non bio sur la même gamme de produits, et il a la même affiche locale ou alliance locale ou de la marque du distributeur. Et je vais compléter, nous en tant qu'outilleurs de cette filière-là, on a des datas et des chiffres sur qui sont ces producteurs qui vendent en direct auprès de la GMS. On surpondère dans notre communauté d'agriculteurs, il y a 15 000 agriculteurs accessibles sur Nectargo pour les supermarchés français. On surpondère la part du bio dans notre offre. Donc il y a davantage de producteurs locaux, enfin de producteurs bio, qui veulent faire du local que le reste. Voilà. Donc les deux ne sont pas antinomiques, sont plutôt assez complémentaires. Oui, bonjour, je suis Thierry Fellman des Chambres d'agriculture. J'ai cru comprendre que ça se passait bien sur les négociations prix, hein, c'est ce que vous avez décrit les uns et les autres, qu'il n'y avait pas trop de tension, etc. Ma question, et vous aviez eu aussi un petit échange sur le développement du local, est-ce que, à votre avis, si le pourcentage du local augmente, 10, 15, 20, 30, 40% dans un magasin, est-ce qu'à votre avis, on continuera à avoir des négociations aussi sereines sur le prix? Je peux répondre largement. Aujourd'hui, le local, et dans nos contrats, c'est que chaque réseau concerné par le contrat gagne sa vie. Voilà, point barre. Si tout le monde gagne sa vie, moi, la seule exigence que j'ai, c'est que je ne veux pas vendre plus cher qu'à la ferme, quoi. Je puisse le vendre le même prix. Voilà, basta. Et que chaque réseau gagne sa vie. C'est ni plus ni moins le but. Hein. Et puis, faut rajouter un point, c'est que le direct, c'est une filière sans intermédiaire. Donc en termes de pouvoir d'achat, c'est dès lors que c'est bien organisé en point de vente et par le producteur, en fait, c'est extrêmement compétitif. Dès lors que c'est bien organisé, c'est très compétitif. Aujourd'hui, sur le prix d'un produit ou d'un produit nouveau, moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'échanger sur le conditionnement et sur le prix avec un distributeur, que ce soit un magasin, une épicerie, voire un collège ou un grand magasin. Voilà. Et ça permet de discuter, d'échanger. Ça permet, nous, producteurs, de se caler sur un prix, un facial produit, un prix acceptable et voire un conditionnement. Donc, il faut aussi qu'on puisse continuer à travailler ensemble en termes d'échange sur ce sujet-là. Alors, ça me fait penser, ton collègue Thomas Pocher, l'adhérent de Leclerc de Templeuve, organise des assemblées générales avec tous ses producteurs locaux tous les ans.
Je l'ai entendu dire, je témoigne, j'ai entendu dire devant tous ces producteurs locaux, on ne négociera pas vos prix, et si vous faites évoluer vos prix, vous nous informez, et on les passera. On a un devoir de conseil, parce que nous, on a l'oreille du consommateur, et on vous conseille, mais on ne négociera pas vos prix. Et Manon, tu me disais aussi que ça se passait très bien au niveau de la fixation du tarif, et que tu me parlais de prix juste, Manon, le prix que vous estimez juste pour vous rémunérer. Donc vraiment, nous, on est les témoins tous les jours de ça, et on casse un peu le discours ambiant, on en a bien conscience, parce que faut vraiment sortir de ce qu'on entend dans les médias sur la réalité des négociations centrales. On est dans un autre monde. Là, on est sur le terrain. C'est les gens qui font, c'est les gens qui se font confiance. Et c'est une économie qui est vertueuse pour les deux parties. Manon, si tu veux compléter. Oui, en fait, aujourd'hui, on est acteur de notre prix et on a défini le prix un prix juste et les magasins le respectent à aujourd'hui. Donc, et puis finalement, un produit équivalent, c'est pas toujours la solution locale et souvent la moins chère que des produits qui sont importés. Et puis quand il y a aussi de la surproduction, effectivement, où il faut sortir de la trésor, on est aussi capable de mettre en avant ces produits-là, mettre le coût sur le prix de vente pour que ça sorte. Parce qu'aujourd'hui, la trésorerie, c'est aussi de l'ère de la guerre. Et le stock qui dort chez un producteur local coûte très très cher sur les trésoreries. Romain de la Ferme Digitale, je vous remercie pour cette conférence déjà qui est extrêmement intéressante et qui nous permet de voir un circuit de la fourche à la fourchette, très direct, sans intermédiaire. On pense que dans d'autres environnements, il est toujours important qu'on se parle en direct de la fourche à la fourchette plutôt que de s'entendre dire ce qui se passe en bas et ce qui se passe en haut par ceux du milieu. Est-ce que vous encouragez des fermes qui sont déjà sorties du circuit ou est-ce que vous êtes un outil de diversification et de création de valeur par de la filière directe pour des fermes qui sont par ailleurs dans le cadre de filières plus structurées, plus industrielles? Il n'y a pas de sous-entendu derrière ma question, mais en tout cas, ça m'intéresse de voir si vous avez une tendance, une observation de l'effet de levier que vous permettez dans le secteur agricole des producteurs en général. Alors, le recensement agricole 2020 disait qu'il y avait 15 000 agriculteurs qui font déjà de la vente directe GMS. Jean-Marie, tu nous expliquais que tu avais commencé sur de la vente à la ferme et tu étais au début plutôt sur des débouchés directs consommateurs à la ferme de ce type-là. Manon, de ton côté, tes parents vendaient leurs pommes de terre plutôt à des exportateurs. Donc, tu vois, on a trois typologies de débouchés finalement. On a les agriculteurs qui vendent en circuit court, plutôt B2C, magasins de ferme, ruches, AMAP, etc. On a le circuit plutôt historique et traditionnel qui sont les coopératives, les grossistes, des exportateurs, des intermédiaires. Et puis ce circuit-là, du direct GMS, est en train de drainer des gens qui viennent à la fois de la vente en direct B2C, magasin de ferme. Jean-Marie, il y a quelques années, c'était ton cas. Et Manon, qui était plutôt sur une surface agricole qui était valorisée à l'export et qui vient être relocalisée à travers la GMS, parce que c'est des gros volumes, la GMS. Donc avec des magasins, tu fais des gros volumes et c'est compatible avec ton historique de gros faiseurs, en fait. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si ça répond bien. Le monde a changé. Moi, mon histoire, elle a 20 ans. Aujourd'hui, avec les chambres d'agriculture, on accompagne des agriculteurs avec un nouveau profil, des jeunes qui reprennent la ferme derrière les parents, qui ont bossé à l'extérieur et qui aujourd'hui, en direct, n'ont aucune crainte, aucune peur d'aller proposer leurs produits à la grande distribution en restocco. Le modèle a complètement changé et avec les chambres d'agriculture, nous on accompagne au niveau de la formation, au niveau du réglementaire, au niveau même pour les CGV, tout, voilà. On fait cet accompagnement. Mais les codes ont changé quand même. Aujourd'hui, ça va plus vite et on a des jeunes installés qui sont prêts à manger, à croquer dans le gâteau sans problème. Merci beaucoup. Merci encore à vous tous. Merci pour les échanges et merci à tous. Voilà.